Ok, bonjour tout le monde. Donc, on arrive à la fin de cette série, les 5 premiers cours dans l'UE. Donc, je vais reprendre ici, là où on était lorsque l'alarme incendie a retenti. Et on était sur la fermentation lactique comme processus essentiel dans la fabrication de fromage. Alors, ce que je disais, c'est qu'on commence avec le lait et on rajoute dans ce lait des bactéries acides lactiques dites de starter, les SLAB. Et ces bactéries lactiques starter sont composées de Lactococcus lactis, sous-espèce lactis ou sous-espèce cremoris. On va incuber pendant un temps court à 30 degrés. Le pH va s'acidifier, mais en plus des bactéries lactiques, on ajoute de la présure, qui est un mélange d'enzymes venant initialement de l'estomac du veau. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de source recombinante de ces enzymes actuellement, mais en tout cas, ces enzymes-là vont cliver la caséine en fragments de protéines, et c'est ça qui va provoquer le caillage du lait. Donc, on va avoir le caillé qui va se précipiter et qui va se séparer du lactosérum. Donc, le caillé sera récolté, puis on va le presser et le mouler. On va le traiter à l'eau salée, au saumur, pour augmenter la concentration en sel. Et on va mettre ces blocs de caillé moulés à l'affinage dans la cave à température de 12 à 15 degrés pendant plusieurs mois. Et c'est pendant ce processus-là que des bactéries lactiques non starters, d'autres bactéries lactiques qui peuvent être présentes dès le début du processus dans le lait, mais qui en fait ne vont pas pousser très bien à 30 degrés, vont continuer à se développer ou ne poussent pas très bien au pH neutre, vont continuer à pousser et c'est ça qui va développer le goût du fromage. Et un exemple vraiment classique, c'est le rôle du Propionibacterium freudenreichii dans l'emmental. Et cette bactérie est capable de fermenter l'acide lactique qui est produite par les bactéries lactiques starter en acide propionique, acétique et du CO2. Donc ici, on a 3 molécules d'acide lactique qui vont être fermentées en 2 molécules d'acide propionique, une molécule d'acide acétique et une molécule de CO2. Ben, évidemment, le CO2, c'est un gaz et lorsque le gaz est libéré, c'est ça qui forme les bulles, les trous dans le fromage. Donc chaque fois que vous voyez ce processus, un fromage avec ce type de bulle, ben, c'est grâce à cette fermentation lente pendant l'affinage du fromage. Alors, notre troisième et dernier exemple de fermentation lactique dans les fabrications et conservations d'aliments, c'est la fabrication de choucroute et d'autres légumes fermentés. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va prendre notre chou, on va le trancher, rajouter du sel, une concentration finale d'entre 20 à 30 grammes par litre de chlorure de sodium, et on va l'empacter, on va mettre dans un pot pendant plusieurs semaines. Donc là, la fermentation, ça sera à température température ambiante ou température de cave, 12 à 15 degrés. Et ça va être une fermentation hétérolactique par des bactéries, bon, j'ai mis autochtones ici, mais ce sont des bactéries commensales qui poussent à la surface de la plante. Alors, donc tout le monde peut faire ça chez lui, on peut lancer une fabrication artisanale de choucroute ou d'autres légumes fermentés. Les trucs essentiels, c'est que le sel va inhiber la croissance de la plupart des bactéries à grand moins, qui vont avoir des effets indésirables sur la qualité gustative de votre produit. Et aussi, on va les laisser en pot, donc l'oxygène qui est présent sera rapidement épuisé, et donc on va favoriser les voies métaboliques
anaérobie dans la fermentation. Donc ces deux choses-là, très importantes, c'est ça qui permet de favoriser la croissance de certaines bactéries aux dépens des autres. Et celles qui vont pousser bien, ça va être des bactéries lactiques de différents types. Alors, j'ai tiré ces données d'une étude qui était publiée l'année dernière où des chercheurs ont regardé, ont prélevé les légumes fermentés chez différentes personnes qui fabriquaient leurs propres choucroutes et d'autres légumes fermentés. Ils ont compté ou dénombré le nombre de bactéries lactiques présentes en UFC par gramme de notre légume fermenté. Et dans la plupart des cas, on a des quantités importantes, plus de 10 puissance 6, 10 puissance 7 bactéries par gramme. Le pH est très acide, diminue jusqu'à 3,5, jusqu'à 4 par exemple. Et lorsqu'on regarde ce que l'on a dedans, on a une communauté variable de bactéries lactiques, avec ici les différentes dénominations en espèces des bactéries ou les différents genres de bactéries lactiques que ces chercheurs ont retrouvés. Alors, Lactobacillus, Lactiplantibacillus, Weissella et le conostoc, notre ami le conostoc qui est ici. Alors, souvent quand on regarde ça, on dit que c'est Lactobacillus plantarum qui est impliqué dans la production de choucroute. Lactobacillus plantarum, c'est l'ancien nom de ce genre, Lactiplantibacillus. Donc c'est ça qui est Lactobacillus plantarum, dans l'ancienne dénomination. Et donc on a différentes compositions de bactéries lactiques qui étaient en effet les bactéries commensales qui poussent sur la surface de ces légumes. Et donc, fabrication de fromage, yaourt, légumes fermentés, tout ça, ce sont des technologies de conservation des aliments. Donc, c'est la fermentation lactique qui permet de les conserver pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à la température de cave. Donc, sinon, très difficile de conserver ce type d'aliments. Alors, le deuxième type de fermentation qui est très important dans l'industrie agroalimentaire, c'est la fermentation alcoolique. Encore une fermentation simple, cette fois-ci avec juste deux enzymes impliquées à partir de l'acide pyruvique, le pyruvate. D'abord, le pyruvate décarboxylase qui va envoyer une molécule de CO2. On voit bien que la molécule va être coupée ici. Ça va nous donner le CO2 et ce qui va laisser de l'acétone. Et l'acétone sera réduit en éthanol par l'alcool déshydrogénase avec le NADH comme cofacteur. Et c'est ça que l'on veut faire lors d'une fermentation. On veut recycler le NADH en NAD+, et c'est l'alcool déshydrogénase qui fait ça. Donc, clairement, c'est les levures, la levure Saccharomyces cerevisiae qui est employée pour cette fermentation alcoolique lors de la fabrication de vin, de bière, toute boisson alcoolisée. Mais certaines bactéries sont capables de la fermentation alcoolique également, notamment Zymomonas mobilis, qui est une bactérie à gramme moins, une alpha-protéobactérie. Et donc, en dehors de l'utilisation ou l'exploitation de la fermentation alcoolique pour les boissons alcoolisées, il y a des processus industriels qui visent à produire l'éthanol, ce qu'on appelle le bioéthanol ou plutôt peut-être l'agri-éthanol, à partir de résidus agricoles. Et donc, le processus est schématisé un petit peu ici. Donc en vert, c'est notre substrat initial, en rouge, c'est notre produit final. En gris clair sur mon écran, mais plutôt blanc, ici, ce sont des processus physiques. Bleu, c'est un processus biochimique et en orange, c'est notre fermentation. Donc l'idée, c'est d'essayer d'exploiter les résidus agricoles, après par exemple toutes les tiges de maïs qui restent dans le champ après la récolte de l'épi. Donc on va les récupérer, on va les moudre pour les réduire en
une sorte de poudre. Et là, on va rajouter des enzymes qui sont par exemple des enzymes capables de dégrader le cellulose, qui va être la principale source de carbohydrates dans notre résidu agricole. Donc, avec l'ajout de ces enzymes, on va libérer du sucre et ensuite on va fermenter ce sucre, soit avec les Saccharomyces cerevisiae, soit la bactérie Ximomonas mobilis. On va filtrer notre le produit de notre bioréaction, c'est-à-dire enlever tout le reste des fragments de notre résidu agricole, tous les fibres qui restent non digérées, et les bactéries, on les enlève, on va distiller le liquide, et c'est ça qui nous produit le bioéthanol qu'on met dans la voiture à 5% ou à 15% à la station d'essence. Donc ça, c'est un peu l'exploitation industrielle de la fermentation alcoolique. Alors, notre exemple peut-être un peu plus exotique de la fermentation alcoolique chez les micro-organismes, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'auto-fermentation, ce qui fait que le microbiote intestinal chez certaines personnes, mais plutôt rares, va fabriquer une quantité importante d'éthanol dans je ne sais pas si c'est dans l'intestin grêle ou le côlon, plutôt dans le côlon. Et ça, c'est illustré par exemple par cet conducteur belge. Donc ça, c'est une histoire qui a été publiée dans l'Ouest France ce printemps. Donc la date, c'était l'histoire publiée en avril de cette année. Et ça racontait l'histoire d'un conducteur belge qui était contrôlé en avril 2022. Il avait 0,91 mg par litre d'alcool dans l'air expiré. Donc il conduisait un petit peu comme ça. Donc il était arrêté par la police. Ils l'ont fait souffler dans le petit sac. Ah, vous avez bu, monsieur, allez, vous accompagnez-nous au poste. Et donc, il y a eu une sorte une amende, rappel à l'ordre. Un mois plus tard, rebelote, la même chose. Et il avait déjà été condamné en 2019 à une amende et une suspension de permis pour les mêmes motifs. Donc là, on se dit, mais le mec, c'est un multirécidiviste, il ne peut pas se contrôler. Mais il clamait son innocence. Il dit, non, j'ai arrêté de boire, je n'ai pas bu ces 2 jours-là. Et il a, lui et son avocat, ont entamé une expertise médicale pour démontrer qu'en fait, non, il n'avait pas bu de l'alcool ce jour-là, mais c'était son microbiote intestinal qui avait une forte capacité de fermentation alcoolique. Et c'est pour ça qu'il avait un taux d'alcoolémie qui était au-delà de la limite légale. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans la littérature biomédicale, avec des cas sporadiques en Europe, en Amérique du Nord. Et les micro-organismes incriminés, la plupart du temps, ce sont les levures, Candida saccharomyces, qui effectuent une fermentation alcoolique, et aussi des fois certaines bactéries qui produisent de l'éthanol lors de ce qu'on va voir tout à l'heure, des processus de fermentation acide mixte. Et notamment, certaines souches de Klebsiella sont impliquées chez de rares individus touchés par ce problème. Alors, les facteurs de risque pour ce type d'incident, c'est un diabète de type 2. Je ne sais pas exactement quel est le lien entre les deux ici, mais un régime riche en féculents ou de sucre, clairement, si on donne beaucoup de sucre et de féculents aux bactéries qui sont capables de effectuer une fermentation alcoolique ou des levures, ça va favoriser la production d'alcool. Et puis aussi, un déficit génétique en alcool déshydrogénase. Donc, normalement, lorsque l'alcool est absorbé dans l'intestin, il va passer dans la veine porte et la première organe rencontré, c'est le foie. Et c'est dans le foie où on a de l'alcool déshydrogénase qui nous protège partiellement des effets toxiques de l'éthanol. Alors, il existe un polymorphisme génétique dans la population humaine de l'enzyme alcool déshydrogénase et certaines personnes ne possèdent pas une enzyme active.
Et donc, ces individus-là sont plus à risque de ce type de syndrome parce que l'alcool qui peut être produit par leur propre bactéries ou microbiote intestinal ne sera pas désintoxiqué ou par l'alcool déshydrogénase dans le foie. Et ici, dans l'alcool déshydrogénase, cette fois-ci, va catalyser la réaction inverse de celui-ci. L'éthanol sera plutôt oxydé en acétaldéhyde et ensuite pris en charge par d'autres enzymes. Alors, c'est plutôt en Asie de l'Est où on a une fréquence élevée de ce génotype ADH-neg. Et justement, ce problème de gens qui devenaient intoxiqués sans avoir bu de l'alcool est connu dans la littérature médicale japonaise. Et souvent, c'est associé avec quelqu'un qui mange un repas très riche en riz. Après, bon, ils vont pas se sentir bien et ce n'est pas le bon moment d'aller conduire sa voiture, par exemple. Ok, donc ça c'était un petit aparté. Donc on va terminer avec quelques autres voies de fermentation parce que on va aller vers les voies de fermentation de plus en plus complexes impliquant de plus en plus d'enzymes. Donc notre prochaine fermentation, c'est la fermentation butène-diol. Ça commence avec le pyruvate, comme toutes les voies de fermentation. Et on va le coupler deux molécules de pyruvate ensemble. Donc ça, c'est une molécule à 3 carbones. On va les coupler en deux, mais on va expulser une molécule de CO2. Ça nous donne l'acétolactate, une molécule de 5 carbones. On va réexpulser une molécule de CO2. Ça nous donne l'acétoïne, une molécule à 4 carbones. Et cette acétoïne qui sera réduite par l'ADH pour nous donner le 2,3-butène-diol. Donc ça, c'est très répandu chez les bactéries à grand moins. Plusieurs genres de bactéries à grand moins effectuent cette voie de fermentation et aussi certaines bactéries à grand plus. Alors, c'était exploité industriellement parce que le butène-diol, c'est un produit starter dans différents production dans l'industrie pétrochimique. Donc on peut fabriquer du caoutchouc synthétique à partir du butanediol comme produit chimique de starter. Mais ça, c'était un peu remplacé par l'utilisation des produits pétrochimiques. Donc c'est un peu tombé en désuétude, mais il y a un regain d'intérêt notamment en produisant le butanediol à partir de glycérol. Alors pourquoi le glycérol? Parce que le glycérol, apparemment, c'est un produit secondaire lors de la fabrication d'un diesel à partir d'huile de palme ou d'huile de plante, par exemple. Et ça produit une tonne de glycérol en produit non souhaité. Donc l'idée, c'est que, ok, est-ce qu'on peut utiliser ce glycérol pour quelque chose? Donc il y a des recherches dans la production de butanediol à partir de glycérol par fermentation dans un but industriel. Et ici, c'est l'exemple des résultats obtenus par une publication avec les concentrations de glycérol qui diminuent, la concentration de butanediol qui augmente au fur et à mesure qu'on effectue la fermentation sur 24 ou 36 heures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'exploiter. Alors, pour les autres voies de fermentation, ce qui est utile pour les comprendre, c'est de connaître un petit peu les autres voies biochimiques qui commencent ou qui impliquent le pyruvate chez les bactéries. Donc, le pyruvate, souvent, donc, il peut être carboxylé pour donner l'oxaloacétate. Et ça, c'est une voie biochimique importante pour, par exemple, le biosynthèse d'acides aminés. Et aussi, c'est la dernière étape dans le cycle de Krebs. Cycle de Krebs utilisé par les bactéries respiratoires, les bactéries anaérobies. Et les bactéries peuvent être, les bactéries aérobies ou les bactéries anaérobies facultatives. Alors, dans le cycle de Krebs, la première étape, c'est de coupler l'oxaloacétate avec l'acétyl-CoA pour donner
d'acide citrique. Ouais, c'est ça, une molécule de 6 carbone. Et l'acétyl-CoA vient de la décarboxylation du pyruvate. Et cette fois-ci, ça produit encore une molécule de NADH. Et là, on voit du CO2. Alors, gardez ça en tête, oxaloacétate ou cycle de Krebs. Alors, une autre voie de fermentation, c'est la fermentation propionique. Cette fois-ci, ça commence avec le pyruvate, mais on va le transformer en oxaloacétate, et ensuite, l'oxaloacétate va subir différentes réactions. Finalement, il se réduit progressivement et on va expulser le propionate. Donc ça, c'est typiquement une voie utilisée par les bactéries du genre Propionibacterium ou Cutibacterium acnes. Alors, avec ce type de voie de fermentation, on se dit mais pourquoi les bactéries font quelque chose de si complexe? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étapes enzymatiques. C'est compliqué. Lorsque on faisait de la fermentation lactique ou éthanolique, on avait 1 ou 2 étapes, donc ce qui est beaucoup plus efficace normalement. Donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est que toutes ces enzymes-là sont des enzymes du cycle de Krebs, mais lors de la fermentation propionique, elles tournent en arrière, en sens inverse. Donc pour les bactéries qui possèdent le cycle de Krebs, effectuer une fermentation propionique, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est de rajouter une seule enzyme, cette dernière-là, qui va transformer le succinate en propionate qui sera sécrété. Et donc, c'est utilisé par des bactéries qui vont être plutôt des anaérobies facultatifs. Donc, lorsqu'il y a de l'oxygène, le cycle de Krebs va tourner dans un sens, les bactéries vont utiliser la respiration. Lorsqu'il n'y a plus d'oxygène, les bactéries vont employer un métabolisme fermentaire. Mais cette fois-ci, leur cycle de Krebs va tourner à l'envers et les bactéries vont expulser l'acide propionique. Donc ça a l'air compliqué, mais la bactérie ne le voit pas comme ça. Pour la bactérie, c'est un truc simple à faire. Alors, notre dernier exemple de voie de fermentation sont les fermentations acides mixtes qui, pareil, sont très répandues chez les bactéries à Gram-. Et cette fois-ci, on commence avec le pyruvate, pas le pyromane, et on va transformer cette pyruvate en acétylcoenzyme A, mais pas par le pyruvate décarboxylase qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une autre enzyme qui est le pyruvate formate lyase. Donc cette fois-ci, notre pyruvate sont transformés en acétylcoenzyme A et l'acide formique, pas le CO2. Et à partir de cet acétylcoenzyme A, la bactérie va employer différentes voies de fermentation. Et encore une fois, c'est compliqué. Pourquoi la bactérie se fatigue à faire un truc compliqué? Okay, c'est toujours ça la question que je me pose chaque fois que je vois un truc compliqué en biologie. Pourquoi c'est comme ça? En tout cas, moi, je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que certaines de ces voies de fermentation permettent à la bactérie de former une molécule d'ATP en plus. Et ça vaut la peine. Parce qu'on a vu que la glycolyse, son grand problème, et la fermentation de façon générale, c'est que la fermentation ne produit pas assez d'ATP par rapport au NADH. Donc si par un procédé compliqué, on peut extraire une molécule d'ATP en plus de notre voie de fermentation, c'est du bénéfice pour la bactérie. Donc c'est un peu ça, l'explication. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je comprends l'utilisation de ces voies diverses et variées par les bactéries. Donc les produits sont différents. On a de l'acide acétique, la butyrate, isopropanol,
de l'éthanol aussi, donc les fermentations acides mixtes qui sont en train de tourner dans tous nos intestins en ce moment, bah, ça produit un petit peu d'éthanol qui va être absorbé par notre intestin, c'est fatal. Donc on ne peut pas l'éviter ça. Alors, lorsque les bactéries poussent à pH neutre, les différents produits qui sont formés vont être principalement l'acide formique, la formate ici, 50% d'éthanol, peu de, enfin 50 micromolaires plutôt, un peu d'acide acétique, pas tellement d'acide lactique et, et pas de CO2. Lorsque le pH diminue, la bactérie va exprimer une autre enzyme, ici, là, qui va couper l'acide formique en deux et libérer de dihydrogène et de CO2. Donc on aura beaucoup moins d'acide formique et plus de CO2 et de dihydrogène produit en pH acide. Parce que lorsque le pH est déjà acide, pour une bactérie comme Escherichia coli, ben en fait, elle n'aime pas pousser à des pH inférieurs à 6. Donc elle va essayer de ne pas produire plus de produits de fermentation acide. Alors, une dernière voie de fermentation pour terminer. Donc, jusque-là, on a considéré la fermentation de sucre, mais d'autres sources de carbone organique peuvent également être utilisées comme substrat de la fermentation. Et notamment des acides aminés peuvent être fermentés par les bactéries du genre Clostridium. Donc, par exemple, le Clostridium botulinum est capable de fermenter des acides aminés par une voie qui s'appelle la réaction de Stickland. Vous n'avez pas vraiment besoin de connaître ça, mais la voie n'est pas à apprendre ici, mais la seule chose à retenir, c'est que on va commencer avec une molécule d'alanine, deux molécules de glycine, et on va les métaboliser, et ça va former de l'acétate, du CO2 et de l'ammoniac, l'ammonium comme produit de cette réaction. Et lors de cette réaction-là, notre bactérie est capable d'en extraire un petit peu d'ATP. D'accord? Donc, à nouveau ici, on a une phosphorylation au niveau du substrat à cette étape-là. Une fois qu'on a l'acétyl-CoA, on peut fabriquer de l'acétylphosphate et c'est ça qui nous permet de générer une molécule d'ATP. Alors ça, c'est un problème dans les conserves qui ont été mal stérilisées. Et on voit ça, si la boîte est déformée, ça veut dire qu'on a eu une fermentation à l'intérieur de la boîte de conserve. Et ce qui a libéré du gaz, notamment le CO2, et c'est ça qui donne cet aspect déformé aux boîtes. Pourquoi les bactéries peuvent survivre aux procédures de stérilisation? C'est parce que Clostridium, c'est un genre de bactéries qui forment des endospores. C'est une bactérie sporulente. Et les endospores peuvent très bien survivre dans la boîte après la stérilisation. Et ensuite, elles vont germer et parce que c'est un milieu riche et elles vont elles vont vivre par cette voie de fermentation. Malheureusement pour nous, le Clostridium botulinum est également une bactérie pathogène qui produit une toxine extrêmement puissante et on peut être empoisonné si on mange des conserves qui n'ont pas été fabriquées correctement. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu un incident fort regrettable avec une femme morte et 12 autres personnes intoxiquées parce qu'ils avaient consommé des conserves artisanales fabriquées par ce bar café à Bordeaux. Et donc ça, c'était la faute du Clostridium capable d'effectuer une fermentation des acides aminés par la voie de Stickland. Donc c'était des sardines en conserve
Donc sardine, riche en protéines, riche en acides aminés. Donc c'est cette voie de fermentation qui a permis aux bactéries de survivre dans les boîtes de conserve ou dans les bocaux fabriqués par les gérants de ce café. Ok, donc je ne sais pas si Attendez, je vais peut-être changer le code QR parce qu'il me semble que c'est le vieux, l'ancien. Ça renvoie sur la page Madoc de l'année dernière qui est plutôt en... Ok. Donc je vais juste changer ça. Ok, donc ça c'est... Et j'ouvre le sondage. Donc, juste quelques rappels, des choses importantes à propos de la fermentation. Ok, j'ai pas mal de réponses et la plupart sont correctes. Donc, en effet, les deux bonnes réponses ici étaient les réponses 1 et 4. Les limitations de la fermentation, c'est faible rendement en ATP par carbone, par molécule de glucose. C'est ça qui est une limite importante. Donc, et le deuxième, c'est la libération de produits de fermentation qui vont éventuellement être toxiques pour la bactérie. Donc les produits acides, on a vu ça avec l'acide formique pour l'Escherichia coli, lorsque le pH est trop bas, elle ne peut pas pousser. Donc ça, c'est une limitation. Et aussi l'éthanol, c'est un produit toxique pour les bactéries. Donc si la concentration en éthanol devient trop élevée, bah, ça va finir par limiter la croissance de la bactérie. Et donc voilà. Alors les autres réponses. 2, c'est faux, c'est l'inverse. Okay, il ne faut jamais oublier ça. La fermentation, c'est un processus qui a eu lieu en l'absence d'oxygène. Ou des fois en présence d'oxygène, mais quand il y a vraiment beaucoup de sucre. Mais il n'a pas besoin d'oxygène, il n'a pas besoin d'autres récepteurs d'électrons. Donc c'est l'inverse, c'est en absence. 3, c'est faux. Fermentation peut être effectuée par les bactéries à grand- et à grand+, par différentes voies. Et les cytochromes, bon, bah, ça c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire pour la respiration, pas pour la fermentation. Ok. Alors, justement, donc c'est le résumé. Donc, la glycolyse et la fermentation, le problème c'est qu'elle génère trop de NADH et pas assez d'ATP. Donc il faut utiliser un métabolite organique dérivé de la pyruvate en général en tant qu'accepteur d'électrons.
et la fermentation a lieu en absence de l'oxygène ou lorsque les sucres sont en excès. Donc en TP, on va étaler les bactéries sur les boîtes de pétri, où on va les ensemencer dans différents cupules. La fermentation peut avoir lieu encore parce qu'il y a beaucoup de sucre et les bactéries sont feignantes. Lorsqu'il y a une tonne de sucre, bon allez, c'est pas grave, si j'extrais juste une ou deux molécules d'ATP par glucose, j'ai une tonne de glucose, allez, je vais faire de la fermentation. Alors, on a 40 minutes pour faire tout le reste du métabolisme énergétique bactérien. Et on va essayer de comprendre les grandes lignes de la respiration, la chimiolithotrophie et les phototrophes. Alors, la respiration, c'est l'extraction d'énergie à partir d'une molécule de carbone organique en présence d'oxygène. D'accord? Ça commence, oui, en général, il y a 3 étapes. Là, vous allez le voir en biochimie, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais les 3 étapes, c'est la glycolyse, ce qu'on vient de voir. On commence avec du glucose, on va le métaboliser en pyruvate. Ça génère un petit peu d'ATP, un peu de NADH. Ensuite, on va effectuer le cycle de Krebs. Notre pyruvate sera totalement oxydé en CO2. Ça génère une tonne de NADH. Et c'est à ce moment-là, on a besoin de notre troisième grande étape dans la respiration, c'est le transport d'électrons et la phosphorylation oxydative. Donc le transport d'électrons va pousser ou dégager des électrons sur le NADH et recycler le NAD en NAD+. Et ces électrons-là vont aller sur le dioxygène à la fin. Et ça va générer un gradient de protons qui permettra de fabriquer de l'ATP. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le cycle de Krebs. Attends, je dois vous dire, ça c'est super énervant. Quand j'avais fait ça, là, c'était pas comme ça. Tac. OK. Alors, imaginons qu'on a fait la glycolyse, on a effectué le cycle de Krebs. Donc, tout notre carbone dans le glucose est oxydé en CO2. Et on a généré une tonne de NADH. Donc, on veut faire 2 choses. On veut recycler cet NADH en NAD+. Donc, les électrons vont partir, vont quitter le NADH. On veut les mettre sur un accepteur d'électrons qui est l'oxygène, le dioxygène. Et donc, on a besoin d'une chaîne de transport d'électrons pour faire ça. L'autre chose que l'on veut faire, c'est utiliser ce processus pour synthétiser de l'ATP. Alors, chez Escherichia coli, la chaîne de transport d'électrons est très simple. On a 3 composants. On a le NADH déshydrogénase, qui est ancré dans la membrane plasmique, qui va prendre les électrons du NADH et les mettre sur l'ubiquinone, le quinone. Donc le quinone, c'est cette molécule organique. Donc on a une chaîne cette molécule qui est hydrophobe, donc il est toujours à l'intérieur de la membrane bactérienne. Donc le quinone existe en 2 formes, la forme oxydée qui est illustrée ici et la forme réduite où on a ces 2 groupes ici qui sont oxydés en groupe OH, groupe hydroxyle. Donc lorsque le quinone accepte des électrons du NADH, bon, en fait, il devient le QH2 avec 2 groupes hydroxyle ici. Alors, le quinone réduit va partir dans la membrane et va donner les électrons au complexe de cytochrome C oxydase. Donc, les cytochromes sont des protéines, petites protéines qui ont un groupement M avec un atome de fer à l'intérieur et c'est ça qui va porter les électrons et finalement les transférer sur le dioxygène. Donc, le quinone ici récupère 2 électrons et 2 protons de la face cytoplasmique de la bactérie et lorsqu'elle va donner des électrons au complexe cytochrome C oxydase, cytochrome oxydase,
et va libérer les protons à la face périplasmique. Ça, c'est important, ça. Parce qu'on prend les protons du cytoplasme, on va les libérer à l'extérieur de la bactérie. Et ça va créer un gradient protonique. Alors, dernière étape, c'est la cytochrome oxydase qui va mettre des électrons sur le dioxygène et ça va consommer des protons à l'intérieur de la bactérie aussi. Donc, cela contribue au gradient protonique. Alors, chez l'Escherichia coli, la bactérie possède deux complexes de cytochrome oxydase, le complexe dit BD et le complexe dit BO. Alors le BO, c'est lorsqu'on a beaucoup d'oxygène. Donc il est plus efficace parce qu'il permet de transporter plus de molécules de protons à travers la membrane. Le BD fonctionne lorsque la bactérie a peu d'oxygène. Alors, le résultat des courses ici, c'est quoi? C'est que, OK, on a recyclé notre NADH en NAD+, c'est ça qu'on voulait faire. Et on a aussi créé un gradient protonique à travers la membrane plasmique. Et c'est la dernière étape, c'est ce gradient protonique va permettre la synthèse de l'ATP via l'ATP synthèse dépendant de protons. Et 3 protons qui vont être transloqués vont permettre la synthèse d'une molécule d'ATP. Et si on compte toutes les molécules de NADH qu'on a générées en oxydant le glucose jusqu'en CO2, et tous les protons qu'on a pu transloquer à travers la membrane plasmique, on finit par calculer que le rendement théorique maximal, c'est 38 molécules d'ATP par molécule de glucose qu'on a entré dans le système. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que la fermentation. Là, on était sur 1 ou 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Donc ça, c'est 10, 20, 30 fois plus efficace. Alors, ça, c'est la respiration aérobie, telle que nos mitochondries chez nous sont en train, peuvent faire. Mais certaines bactéries peuvent également effectuer ce qu'on appelle la respiration anaérobie. Donc, chaque fois que j'entends ce terme-là, respiration anaérobie, ça a l'air totalement impossible et pas du tout logique. Parce que la respiration, normalement, c'est quelque chose qui nécessite de l'oxygène. Mais des bactéries peuvent aussi utiliser d'autres accepteurs d'électrons pour effectuer la respiration. Donc, notamment, il y a des bactéries qui peuvent utiliser le nitrate comme accepteur d'électrons. Et cette fois-ci, notre chaîne de transfert d'électrons, donc ça c'est notre chaîne de transfert d'électrons avec des respirations aérobie, avec une molécule de dioxygène qui accepte des électrons qui viennent d'ici. Mais il y a pas mal de bactéries qui sont capables de... Ça commence pareil, on a le NADH, on a le NADH déshydrogénase, on a le quinone ici, mais à la fin, on a un autre complexe enzymatique qui est une nitrate reductase, qui va permettre de mettre des électrons sur une molécule de nitrate. Donc l'exemple de ça, c'est Paracoccus dinitrificans qui peut faire ça. Et avec une autre nitrite dioxygénase, il finit par transformer tout le nitrate en diazote. Alors, ce processus de respiration anaérobie est possible avec d'autres accepteurs d'électrons. On a une sorte de... Enfin, on n'a pas une sorte, on a les propriétés physico-chimiques de différentes couples d'oxydoréduction font qu'il y a une hiérarchie dont les donneurs d'électrons et les accepteurs d'électrons. Les meilleurs accepteurs d'électrons ont un potentiel oxydoréductif très positif. Donc l'oxygène, c'est toujours le meilleur. Donc lorsqu'on a quelque chose qui est un mélange avec du dioxygène, du fer, du nitrate et tout ça,
c'est le dioxygène qui sera épuisé en premier. Et ensuite, différentes espèces de bactéries vont effectuer leur respiration anaérobie avec différents accepteurs d'électrons. Ensuite, le fer ferrique est mieux, ensuite les nitrates, ensuite peut-être le sulfate, etc. Donc, dans la nappe phréatique, si on a des molécules de carbone organique qui sont disponibles, les chimio-hétérotrophes peuvent les utiliser pour leur métabolisme. Donc, lorsque l'oxygène est présent, c'est le dioxygène qui sera épuisé en premier. Ensuite, s'il y a du nitrate qui est présent, c'est ça qui sera utilisé comme accepteur d'électrons. Ensuite, le sulfate. Ensuite, le fer. Et finalement, le pire, c'est le CO2. Ah non. Oxygène, nitrate, ensuite le fer, ensuite le sulfate et finalement le CO2. Donc, différentes espèces de bactéries, différents genres de bactéries sont capables d'utiliser différents accepteurs d'électrons dans des processus de respiration anaérobie. Et à la fin, ce sont les méthanogènes qui arrivent à utiliser le CO2 comme accepteur d'électrons, qui est vraiment le pire. Alors, la respiration anaérobie, c'est un peu l'inverse de ce que font les bactéries chimiolithotrophes. Parce que les bactéries chimiolithotrophes vont commencer par une réaction chimique inorganique et donc il y aura une source d'électrons inorganiques qui sera oxydée et c'est ce qui va permettre de former le carbone organique. Est-ce que vous me suivez là? Donc ça, c'est un peu l'inverse de la respiration anaérobie. Dans la respiration anaérobie, le carbone organique, c'est le donneur d'électrons et on a un accepteur d'électrons qui est inorganique. Dans la chimiolithotrophie, on a un donneur d'électrons qui est inorganique qui sert à réduire le CO2 en carbone organique. Donc on fait quelque chose qui est un peu l'inverse. Et ça ne peut marcher que lorsqu'on a un couple d'oxydoréduction qui est favorable, avec un donneur d'électrons qui est relativement OK comme donneur d'électrons et un accepteur d'électrons qui est un bon accepteur d'électrons. Alors, il y a en général 3 types de métabolisme chimiolitho-autotrophes qui exploitent des couples d'oxydoréduction qui vont dégager de l'énergie, qui vont être exergoniques. Donc on a l'oxydation d'hydrogène et ensuite l'utilisation de formes réduites d'azote ou de soufre. Et ce sont ces deux-là qui sont en effet la respiration anaérobie à l'envers. Et ça va être possible uniquement si on a un très bon accepteur d'électrons présent. Alors, pour cela, je me permets de vous donner ici à chaque fois le potentiel d'oxydoréduction de chaque demi-réaction. Okay? Et c'est cette potentiel d'oxydoréduction qui nous dit si notre couple ou notre molécule de dihydrogène est un bon accepteur d'électrons, un bon donneur d'électrons. Donc là, on a le dihydrogène. Notre valeur ici est très négatif. C'est un excellent donneur d'électrons. C'est le meilleur, le dihydrogène. D'accord? Donc les bactéries qui vivent de l'oxydation de l'hydrogène sont par exemple les gens alcaligenes, Hydrogenophaga ou Aquifex. Donc Hydrogenophaga mange de l'hydrogène, Aquifex fabrique de l'eau. Et ça, c'est parce que ces bactéries-là ont le donneur d'électrons qui est le dihydrogène, l'accepteur d'électrons qui est le meilleur, le dioxygène, et ça donne de l'eau.
Les méthanogènes sont aussi les bactéries litho-autotrophes, comme Methanococcus. Le donneur d'électrons, c'est le dihydrogène, l'accepteur d'électrons, c'est le CO2, et le méthane, c'est le produit. Alors, comment ces bactéries fabriquent leur énergie métabolique? Donc, le dihydrogène, c'est le meilleur donneur d'électrons, et donc il peut servir directement pour former du NADH. Parce que le NADH, même si c'est un très bon donneur d'électrons, c'est un peu moins bon que le dihydrogène. Donc, oxyder le dihydrogène et réduire le NAD+, ça va être un net positif. Donc, ça va dégager de l'énergie, ça. Donc, les bactéries vont commencer leur processus de génération d'énergie métabolique en produisant du NADH. Et ensuite, on peut produire un gradient de protons et de l'ATP via une chaîne de transport d'électrons qui va terminer sur le dioxygène, comme lors de la respiration. Donc, si vous voulez, ces bactéries font de la respiration, mais avec le dihydrogène comme source d'énergie. Alors, les bactéries nitrifiantes. Donc, on a l'exemple de Nitrosomonas qui va prendre l'ammoniac et qui va, comme donneur d'électrons, de dioxygène comme accepteur d'électrons. Le produit, ça va être le nitrite. Et le Nitrosomonas va pousser en conjonction avec Nitrobacter, qui va prendre le nitrite et l'oxyder en nitrate. Alors, nitrite-nitrate, cette demi-réaction, normalement, c'est plutôt le nitrate qui est un très bon accepteur d'électrons. C'est un très mauvais donneur d'électrons. Et il peut jamais, cette réaction-là, peut pas mettre des électrons sur le NAD+. C'est super défavorable. Là, on va d'un très bon accepteur d'électrons, un très mauvais donneur d'électrons, à un très bon donneur d'électrons. Alors, comment ça marche? Ce qui va marcher, donc ça va être impossible de produire du NADH directement ici, avec cette voie de métabolisme. Alors, ces bactéries sont capables de générer de l'énergie métabolique parce que ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont utiliser, pareil, c'est pas le genre de truc à essayer d'apprendre ici, mais on a des enzymes qui sont l'ammonium oxydase et l'hydroxylammonium oxydase qui vont transférer des électrons sur le quinone et transférer des protons. Le résultat net de ce processus, c'est que les électrons partent de l'ammoniac ou du nitrite et ils vont aller sur le dioxygène, produire de l'eau. Donc on a une réaction globalement favorable parce que l'oxygène, c'est le meilleur accepteur d'électrons. Et en faisant ça, la bactérie est capable de produire un petit peu de force protomotrice. Elle transporte des électrons à travers la membrane plasmique et on génère un gradient de protons ici. Et une fois qu'on a ça, on peut générer les deux autres formes d'énergie métabolique. Parce que ce qu'on peut faire, c'est de faire tourner notre ATP synthèse dépendant de protons. Donc ça marche, je génère de l'ATP. Et aussi, je peux faire tourner le NADH déshydrogénase à l'envers, en forçant des protons à travers la membrane, parce qu'ils suivent la force protomotrice, et c'est ça qui me permet de générer du NADH à partir du NAD+. Alors, les bactéries qui oxydent le soufre, le sulfure, comment elles font? On a à nouveau une réaction de oxydoréduction qui est favorable avec les formes réduites de soufre, le H2S, le sulfide, ou les formes soufre élémental, peut-être qu'on trouve dans les dépôts de soufre dans les mines, sont de relativement bons donneurs d'électrons. Et si on a une excellente accepteur d'électrons, comme le
dioxygène ou un très bon accepteur d'électrons comme le nitrate, bon, on peut vivre sur une réaction d'oxydoréduction de soufre, de sulfide ou de soufre qui sera oxydé en sulfate ou en acide sulfurique. Alors, il y a une petite astuce ici, c'est que l'oxydation de sulfate ou de sulfite en sulfate permet de générer de l'ATP par un petit tour de passe-passe entre l'AMP per sulfate qui peut échanger le groupement sulfate ici pour un groupement de phosphate. Et donc, on génère de l'ATP par une phosphorylation au niveau du substrat avec un jeu de passe-passe entre les groupes de sulfate et de groupes de phosphate. Et pareil, lorsqu'on a de l'ATP, on peut l'utiliser pour générer... voilà, donc on a généré de l'ATP. L'autre utilisation, on peut aussi transférer ces électrons finalement sur le dioxygène. Ça va générer un gradient de protons et du NADH, avec le NADH de résidhydrogénase qui marche à nouveau à l'envers. Je ne peux pas vous poser cette question-là, ça va être trop difficile. Parce que, et en plus, je n'ai pas le... Essayez peut-être de vous copier ça. Ah, ok, moi j'ai un problème là. Ok, on va essayer ça parce que je vais le mettre là. Réfléchissez un petit peu. Je vais vous mettre le. Ah non. J'arrive pas à copier des trucs. Oh, j'ai un problème. Ok, je vais pas. On peut réfléchir à ça en question un petit peu. Tout le monde réfléchit, vous discutez à côté de vous, mais ensuite on va faire les réponses. Bon, soit c'est moi qui donne les réponses, soit vous donnez à main levée, ok? Ce qu'il faudrait faire pour répondre à ça, c'est de regarder le schéma où on a les potentiels d'oxydoréduction de différents trucs pour savoir qui est le meilleur donneur d'électrons, qui est le meilleur accepteur d'électrons. Ah, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, bon, on va essayer. Est-ce que quelqu'un a une idée comment répondre à ces questions-là? Qui a une idée? Qui n'a pas la moindre idée comment il faut répondre à ça?
Quelques-uns, vous avouez, puis les autres... Donc j'ai la majorité de personnes qui ne savent pas s'ils peuvent le faire ou s'ils ne peuvent pas le faire, s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Ok, comment on raisonne ça? Donc il faut avoir en tête ou il faut avoir donné en information annexe qui est le meilleur donneur d'électrons, qui est le pire. Donc j'ai essayé de résumer ici. D'hydrogène, c'est toujours le meilleur donneur d'électrons. Ensuite, c'est le carbohydrate, le glucose. Ensuite, le sulfide, ammoniac. Et ensuite, le CO2, c'est le pire. CO2, CH4, c'est les pires. D'accord? Donc on va revenir pour regarder le truc. Glucose comme donneur, nitrate comme accepteur. Est-ce que ça marche bien? Oui, c'est bon. Mon glucose, c'est un bon donneur d'électrons et le nitrate, c'est un bon accepteur. Donc ça marche. Je descends. Glucose comme donneur, CO2 comme accepteur. Non, ça ne marchera jamais, ça. C'est vraiment le pire. Parce que, en fait, glucose, CO2, c'est pas bon. Donc ça ne marche pas. Nitrite comme donneur, CO2 comme accepteur. Non, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ammonium comme donneur, sulfate comme accepteur. On essaye de faire ça. Non plus, ça ne va pas marcher. L'inverse, ça marche. Sulfite comme donneur, nitrate comme accepteur, ça marche. Mais ça ne peut pas marcher. Et la fin, dihydrogène avec un H, nitrate comme accepteur. J'essaye de faire ça. Ça, c'est bon, ça. Excellent donneur d'électrons, très bon accepteur d'électrons. OK, donc ça, c'est à peu près la seule chose qu'il faut retenir pour ça. Oui. OK, ça c'est, comment on sait? Ça vient de cette image-là. C'est-à-dire que ce sont des constants mesurés en chimie physique, que chacune de ces deux demi-réactions est associée avec un potentiel d'oxydoréducteur. Plus cette valeur-là est négative, plus c'est un bon donneur d'électrons. Si cette valeur-là est positive, c'est un très bon accepteur d'électrons. Donc on peut vivre en faisant en oxydation de nitrite en nitrate si on a de l'oxygène, parce que l'oxygène, c'est un meilleur accepteur que le nitrate. Mais en fait, le problème ici, c'est qu'on n'a pas tous les bons couples qui sont représentés. Donc, l'ordre, globalement, c'est lié avec ça, là. C'est-à-dire qu'en termes de qui est le meilleur accepteur d'électrons, c'est l'oxygène, le nitrate, ensuite le sulfate, et le CO2, c'est le pire. Donc, je dois vous dire que moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, pour savoir pourquoi les bactéries tantôt font la chimiolithotrophie et des fois, elles font plutôt la respiration anaérobie. Et la raison pour laquelle on peut faire les deux choses à l'envers, c'est la présence ou absence d'oxygène qui va être critique. Donc, si on a le dioxygène, on a le meilleur accepteur d'électrons qui est présent, donc on peut extraire de l'énergie métabolique à partir de l'ammoniac, à partir de sulfide ou de soufre moléculaire. Mais si on n'a pas d'oxygène, c'est plutôt des formes oxydées, nitrate, sulfate, qui vont être utilisées dans la respiration anaérobie. Et elles vont fonctionner comme des accepteurs d'électrons. Alors, on a 10 minutes pour essayer de comprendre la photosynthèse chez les bactéries. Alors, une chose que l'on remarque, c'est qu'on a la photosynthèse, c'est différents groupes de bactéries.
Il y a des bactéries photosynthétiques chez les archéobactéries. Il y a des bactéries photosynthétiques chez les bactéries à gramme plus, mais la plupart sont à gramme moins. Et les bactéries photosynthétiques sont très très diverses sur le plan phylogénétique. Alors, comment fonctionne le système de photosynthèse chez ces différentes bactéries photosynthétiques? Chez les archéobactéries, tout est basé sur la bactériorhodopsine, qui est une protéine transmembranaire à 7 hélices transmembranaires. Et l'absorption de la lumière permet à la bactérie de transloquer un proton à travers la membrane plasmique. Donc, avec cette protéine-là, les bactéries peuvent générer une force protomotrice. Pas d'accepteur d'électrons. Chez Halobacterium salinarum. Alors, chez toutes les autres bactéries photosynthétiques, ce sont les eubactéries. Et chez les eubactéries, on a les cyanobactéries, les bactéries photosynthétiques pourpres et vertes. Et les bactéries photosynthétiques pourpres ou vertes peuvent être dépendantes ou non de soufre. Et ce que l'on pense actuellement être l'origine de ces différents types de bactéries photosynthétiques, c'est que ce sont des cyanobactéries qui ont développé le système de photosynthèse en premier avant tout autre groupe de bactéries. Ensuite, il y a eu des transferts de gènes vers les autres types de bactéries photosynthétiques. Donc, les cyanobactéries, c'est comme les plantes vertes, possèdent photosystème 1 et photosystème 2, tandis que tous les autres types de bactéries photosynthétiques ont soit le photosystème 1, soit le photosystème 2. Et donc, on peut se demander la question, mais à quoi ça sert à une bactérie d'avoir un demi-système de photosynthèse? Ben, ça va servir parce que ce n'est pas totalement inutile. Ça ne permettra pas de faire la photosynthèse oxygénique, mais ça permettra néanmoins d'extraire un peu d'énergie. Donc, chez les bactéries vertes sulfureuses du genre Chlorobie, ces bactéries ont un système photosynthétique basé sur le centre réactionnel de type 1. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre système photosynthétique de type 1 va absorber un photon. Donc, notre électron, quelque part ici, sera super excité. Et ensuite, il va pouvoir être transféré sur une chaîne d'accepteurs d'électrons. Et finalement, on va le mettre sur le NAD+, pour le réduire en NADH. Mais il faut une source d'électrons pour ça. Et cette source d'électrons, ça va être les formes réduites de soufre, le sulfide ou le thiosulfate. Donc, thiosulfite plutôt. Alors, quelle est l'utilité pour ça, de ce processus pour la bactérie? Alors, c'est pas clair, c'était pas super clair avant, mais pour les bactéries qui sont chimiolithotrophes, le seul donneur d'électrons qui permet de former du NADH directement, c'est quoi? C'est le dihydrogène. Le sulfide n'est pas un assez bon donneur d'électrons pour réduire le NADH directement. Si on ajoute un photosystème 1, ça permet à la bactérie de fabriquer du NADH avec un mauvais donneur d'électrons, qui est le sulfide. Et en plus, avec ce jeu ici, là, on va générer une force protomotrice pour générer de l'ATP. Alors, les bactéries pourpres non sulfureuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont que le photosystème de type 2. Et chez les bactéries pourpres non sulfureuses, il n'y a pas de donneur d'électrons. La photosynthèse de centre réactionnel va juste absorber un photon
Ça va exciter un électron sur le système centre réactionnel, et cet électron va faire un tour sur le quinone. Et ce cycle de quinone va permettre de générer une force protomotrice. Donc les électrons font juste un petit tour et ils cyclent tout le temps sur le système réactionnel photosynthétique et le système quinone. Et ça permet de générer de l'ATP, sans rien, juste avec de la lumière. Alors, les bactéries pourpres non sulfureuses sont de base des bactéries chimio-hétérotrophes qui poussent en l'absence de l'oxygène, qui ont un métabolisme fermentaire. Et le problème avec un métabolisme fermentaire, c'est qu'on ne génère pas assez d'ATP. Donc, si je rajoute un petit peu de photosynthèse avec notre système basé sur un centre réactionnel de type 2, ben en fait, ça me permet d'extraire, d'obtenir un peu d'ATP. Et donc, je peux utiliser plus du carbone organique pour former mes propres structures de la cellule bactérienne sans tout gâcher en le rejetant sous forme de lactate ou d'éthanol ou d'acétate. Et finalement, les cyanobactéries, ce sont les bactéries photosynthétiques qui ont en quelque sorte inventé la photosynthèse oxygénique. Et cette fois-ci, on a les bactéries possèdent les deux photosystèmes qui commencent de façon un peu énervante avec l'excitation du photosystème 2. Donc on va avoir l'électron qui est transféré sur le quinone. Donc on génère une force protomotrice, ce qui nous permet de générer de l'ATP. Et ensuite, cet électron est à nouveau excité et une autre chaîne de transport d'électrons nous permet de générer du NADH. Et on utilise de l'eau comme accepteur d'électrons, mais qui est vraiment le pire, c'est vraiment le pire accepteur d'électrons qui existe. Et on a besoin de l'énergie qui dérive du photosystème 2 pour pousser les électrons sur d'extraire des électrons de l'eau. Alors, c'est avec ça que les bactéries, les cyanobactéries, peuvent vraiment vivre sur rien. Si on a un peu de lumière et l'eau, on peut générer du NADH, une force protomotrice, et de l'ATP. Donc, chez les différents types de bactéries photosynthétiques, les bactéries vertes sulfureuses, à la base, c'est une photolithoautotrophe qui acquiert un peu de photosynthèse pour augmenter l'efficacité de son métabolisme. Les bactéries pourpres non sulfureuses, ce sont en gros les chimio-hétérotrophes qui ont acquis un peu un système photosynthétique pour augmenter l'efficacité de leur métabolisme. Et d'ailleurs, si on les cultive au noir et on leur donne du carbone, bon, elles vont vivre très bien. Si on réduit la quantité de carbone disponible, on met là en lumière, bon, là, elles vont devenir photosynthétiques. Et c'est que des cyanobactéries qui sont vraiment des photolithoautotrophes professionnellement photosynthétiques avec la capacité d'effectuer la photosynthèse oxygénique. Donc, dernière diapositive de ces cours sur le métabolisme bactérien. La respiration. Tout commence avec le carbone organique. Donc, le carbone organique va être oxydé complètement en CO2, ça va générer du NADH. Le NADH, on va transférer les électrons sur le dioxygène ou sur le nitrate ou un autre bon accepteur d'électrons. Ça va générer des forces protomotrices et c'est avec ça que l'on fait de l'ATP. Il faut très bien comprendre que la respiration anaérobie, ce n'est pas la même chose que la fermentation. Chez les chimio-lithoautotrophes,
ça commence avec une réaction d'oxydoréduction entre un donneur et un accepteur d'électrons qui sont tous les deux inorganiques. Donc on commence avec les transports d'électrons, ça va générer une force protomotrice, et une fois qu'on a ça, on peut générer de l'ATP et du NADH. Et le NADH va nous permettre de réduire le CO2 et de générer du carbone organique. Et la chose qui est vraiment difficile à comprendre, c'est pourquoi seulement certains couples donneurs-accepteurs d'électrons fonctionnent. Donc, ça marche si on a un potentiel d'oxydoréduction qui est plus négatif chez le donneur d'électrons que chez l'accepteur d'électrons. Et chez les bactéries phototrophes, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le fait que les bactéries photosynthétiques sont polyphylétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule bactérie ancestrale qui est devenue photosynthétique et qu'ensuite la photosynthèse est héritée chez tous ses descendants. C'est un phénomène de transfert de gènes qui a généré ces différents types de bactéries photosynthétiques avec une sorte de mélange de métabolisme entre la lithotrophie, hétérotrophie, avec un peu de photosynthèse ajoutée. Ok, donc merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous libère.